Ça va? Ça se passe bien le Web Today? Oui, je m'éclate, mais c'est tout de même fatigant. Il fait très chaud. Non, mais je comprends, mais attention, c'est le dernier jour, c'est D-Day, d'accord? 6 juin, faut assurer, je compte sur toi. Ok, je compte aussi sur toi, Vincent, pour tout donner. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais c'est qui a presque de l'humour, ce petit robot. Bon, je te remercie en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière des off du Web Today. Nous sommes ici dans un lieu incroyable. Juste à côté, il y a les nefs. Là, c'est le hall de Stéréolux, en plein cœur du quartier de la création. C'est le 3e jour de ce Digital Festival, l'un des événements majeurs du numérique. Et avec Denis qui est en plateau. Bonjour Denis, ça va bien? Vincent. Eh bien, nous allons recevoir notre premier invité. Et on va quand même dire que pour la dernière, il y aura des surprises, il y aura des duplex, il y aura des démos. Notre premier invité sort à l'instant de conférence. C'était sa première conférence. Il s'appelle donc Grégoire Monconduit. J'espère que ça s'est bien passé, Grégoire. Ouais, c'est très bien passé, merci. Vous êtes le fondateur de rosemood.fr. Ouais, exactement. En fait, Rosemood, c'est le nom de la société et on édite 2 sites qui font des faire-part. Donc, Faire-part naissance, qui fait des faire-part de naissance, et fairepart.fr qui fait des faire-part de mariage. Voilà. Et notre positionnement, c'est vraiment de faire des faire-part hyper qualitatifs, des choses jolies. Voilà. Comment ça se passe le parcours client? Alors le principe, c'est qu'on édite l'intégralité de ce faire-part sur Internet. On choisit les photos, les couleurs, les polices, c'est ça? Quel est le parcours? En fait, on propose toute une série de modèles qui sont tous donc qu'on trouve nous très jolis. Et le client fait son choix et une fois qu'il a fait son choix, il va personnaliser son faire-part. Donc il rajoute ses photos, ses textes, effectivement. Il fait tout en ligne, en fait, comme s'il était un peu sous Word, vous voyez. On en voit quelques-unes à l'antenne, justement. C'est très joli. Hein. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Il vend son truc. Hein. Bien sûr, il vend je suis là pour ça. Et ensuite, une fois qu'il a personnalisé son faire-part, le client peut payer, donc choisir son nombre d'exemplaires, choisir son papier, parce qu'on a plusieurs types de finitions, donc des papiers classiques, ivoire, des papiers un peu plus brillants, etc. Et derrière, ça vient chez nous. Et nous, à la différence des concurrents, tous nos concurrents, quand vous commandez une carte comme ça personnalisée en ligne, les concurrents ils vont imprimer directement, sans regarder finalement le fichier qui est réalisé en ligne. Alors que nous, on va regarder le fichier de manière très attentive, on va corriger les fautes d'orthographe, on va vérifier la mise en page, proposer quelque chose de nouveau, d'optimiser si c'est nécessaire, on va retoucher la photo. Ah oui. Ouais, pour s'assurer que le faire-part fini soit impeccable. C'est un boulot monstrueux quand même. C'est un boulot qui est assez important. C'est chronophage. En fait, du coup, l'équipe est plus importante que chez nos concurrents. Nous, on est une 40aine de personnes. Ouais. Donc forcément, c'est un vrai investissement qu'on fait au service de la qualité du produit fini. Et c'est ça aussi que cherchent nos clients. Est-ce que c'est une entreprise du web à proprement parler? Parce que vous avez une politique quasiment artisanale, c'est-à-dire que vous apportez une attention particulière au produit, après vous vérifiez, vous accompagnez le client. C'est presque de l'artisanat. Vous êtes sur le web, mais vous faites un métier d'imprimeur artisan. Quasiment. Alors en fait, pour que tout ça soit rentable, pour qu'effectivement on ait un tel degré d'attention sur chaque commande, on est obligé d'avoir des outils hyper performants et hyper dédiés, hyper spécifiques. Donc on a développé, ça fait 4 ans qu'on a développé au fil des ans ces outils pour que effectivement toutes les opérations soient les plus automatisées possibles, même s'il y a beaucoup d'actions humaines, et pour qu'il y ait beaucoup d'actions qui soient prévues dans l'outil, pour que tout ça soit fluide, et pour nous, et pour le client aussi. Par exemple, pour que dans son espace personnel, il puisse facilement voir la version qu'il a achetée, la version qu'on lui propose, et qu'il puisse corriger directement en ligne s'il le souhaite. Donc l'innovation, elle est là, elle est dans l'interface sur le web du choix des options des faire-part. Ouais, exactement, il y a un vrai dialogue qui s'ensuit avec le client après sa commande. En fait, une fois qu'il a fait sa commande, c'est pas fini. Derrière, nous, on va lui proposer éventuellement une optimisation. Il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Le client va nous dire « bah non, je voudrais ceci, cela ». Nous, on répond « ok, on fait comme ci, comme ça ». Et après, on imprime. Et alors, pour revenir sur votre première question sur est-ce qu'on est une entreprise du web, on l'était un peu plus au lancement parce que quand on s'est lancé il y a 4 ans, on avait un imprimeur, un partenaire imprimeur qui assurait notre production. Et maintenant, on a suffisamment grandi pour produire nous-mêmes. Donc on a vous-même. Ouais, exactement. Donc du coup, on a loué un entrepôt à Treillères, donc au nord de Nantes. Ouais. Et on y a installé une imprimerie flambante neuve. Donc voilà, on a fait tous les travaux qu'il faut, on a acheté des machines et maintenant on imprime nous-mêmes nos propres faire-part. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un faire-part de naissance, un faire-part de mariage, c'est pas un produit de grande consommation. En gros, donc c'est une clientèle très particulière qui arrive là avec un état d'esprit particulier. On peut se dire qu'on peut gonfler les prix aussi face à des gens qui sont face à des événements peut-être parfois uniques dans leur vie. Ouais, alors après on peut gonfler les prix, mais il y a toujours une concurrence, quoi. Ouais. Du coup, on est obligé de faire attention à ça aussi. Nous, c'est vrai qu'on a choisi un positionnement où on offre plus de services pour un prix assez similaire à ceux des concurrents qui, eux, offrent beaucoup moins de services.
La seule différence, c'est que nous, on ne fait pas de promotion. Voilà, il y a beaucoup de concurrents qui vont dire voilà, votre première commande 10%, 20%. Nous, on ne fait pas ça. Il y a un produit qui est le faire-part, super bien imprimé dans notre atelier chez nous, avec des méthodes d'impression qui sont bien plus exigeantes que nos concurrents. Ça nous prend plus de temps, ça nous coûte plus cher, mais le produit est plus beau. Donc il y a ce produit, il y a ce service, qui est un service qu'on ne trouve pas chez nos concurrents, pour un prix qui est celui qu'on propose, qui est raisonnable, et du coup qui n'est pas sujet à faire des promotions, c'est vrai. Mais c'est bien la particularité de votre secteur d'activité, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas des produits de grande consommation, sur lesquels il faut jouer là, avant tout sur la qualité, pas forcément sur la réduction des coûts ou l'automatisation. Ouais, exactement, la qualité, c'est ça qui prime, et c'est ça qui a fait pas notre succès, parce que mais en tout cas le fait qu'on ait pu décoller, c'est aussi parce nous on fait très peu de com, même quasiment pas. On s'est développé grâce au référencement naturel et puis le bouche à oreille. Et donc le bouche à oreille, il se doit d'être excellent. Nous, en fait, on investit non pas dans des actions marketing coûteuses, on investit dans des équipes et dans des machines et dans des méthodes. Dans la valeur ajoutée humaine. Dans la valeur ajoutée, au bénéfice du client, et on espère que ce client parlera de nous à ses amis. Voilà. Vous êtes une entreprise française installée à Nantes, mais vous travaillez aussi en Allemagne, vous avez monté une plateforme pour l'Allemagne. Et quelle est la particularité de ce marché? Est-ce que vous travaillez différemment avec eux? Vous leur proposez des services différents? Alors les services sont les mêmes, ils sont calqués sur les services français, et on a l'impression que nos tout premiers clients allemands, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, des clients allemands, mais ils sont très satisfaits du service qu'on leur apporte. Après, en termes d'offres, on a calqué une partie de notre offre. On a repris une partie de l'offre française pour la mettre sur le site allemand. On a fait aussi quelques designs un peu spécifiques. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre pour s'améliorer de ce point de vue-là. Et pourquoi avoir choisi l'Allemagne alors? En fait, il y a beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise qui sont un peu dues au hasard. Que nous, se lancer ce site de faire-part, il y a eu une volonté de développer un produit qu'on aimait, une volonté marketing et aussi un peu de hasard, forcément, des rencontres. Et l'Allemagne, c'est un peu pareil. On voulait se développer à l'international. Et il se trouvait que dans notre équipe, on avait notre responsable de orthographique, donc de l'équipe de vérification orthographique, qui parle complètement couramment allemand, qui a vécu de nombreuses années en Allemagne. Donc on s'est dit, voilà, on hésitait entre l'Angleterre et l'Allemagne, parce qu'il y a des usages sur le faire-part de naissance là-bas. Et donc on a choisi naturellement l'Allemagne, parce que c'était facile de le faire avec elle. Vous animiez tout à l'heure une conférence sur comment faire rêver ses clients, comment bien vendre sur Internet. Est-ce que vous avez quelques conseils, 2-3 conseils à donner pour faire marcher cette magie? Je ne sais pas si des conseils, c'est un grand mot, mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait... Je ne sais pas si nos clients rêvent de nos produits, mais en tout cas, s'ils les achètent, c'est parce qu'on s'est vraiment focalisé justement sur la réalisation du produit, sur sa conception quand on l'a fait, en termes de design, donc je disais des beaux designs, en termes de qualité d'impression, des super papiers, un peu plus chers, mais avec un super toucher, un beau grammage, etc. Et donc sur le produit, et puis sur le service, comme je vous disais, le fait de retraiter le faire-part avant d'imprimer, et puis un état d'esprit à la fois naturel et bienveillant de toute l'équipe qui va vraiment chouchouter chaque client pour que le faire-part soit le plus réussi possible, sachant que pour le client, comme vous le disiez, c'est hyper important que ce faire-part soit pleinement réussi. Avec ce problème, c'est qu'il est difficile de faire toucher à travers une plateforme web la qualité des produits. Il faut jouer sur quoi? Sur l'image, sur la photo, la vidéo? Alors nous, là-dessus, c'est pas évident. N'importe quel client peut avoir des échantillons gratuits. Donc il s'inscrit sur le site et on lui envoie un lot d'échantillons. Donc ça lui permet tout de suite, gratuitement, de toucher de sa propre main nos modèles, nos designs, nos papiers, etc. Et puis après, quand il nous appelle, quand il nous contacte par email, on essaie de lui faire ressentir tout de suite, là encore de manière très naturelle, combien on va s'occuper d'eux et combien on va tout faire pour que ce faire-part soit même encore plus beau que ce qu'il pourrait imaginer. Voilà, c'est un état d'esprit. Alors Grégoire, est-ce que vous avez rencontré durant ces 2 premiers jours le Man Today? Alors oui, je l'ai rencontré pas personnellement, mais je l'ai vu. Eh bien, je vous le présente, il s'appelle Damien. Catastrophe. Et donc, durant le festival, il va là, en fait, où on ne l'attend pas. Il présente des offs de l'émission. Il y a aussi un concours de selfie, Damien. On en est où, ce concours? On va en voir quelques images à l'antenne. Déjà plus de 70 photos, des centaines et des centaines de likes. Donc, vous pouvez continuer à voter, hein, c'est jusqu'à 17h. D'accord, il faut se dépêcher, ouais. La photo qui aura le plus de likes gagnera un pass 3 jours pour l'édition de l'année prochaine. Donc un gros cadeau. Ah, ouais, j'aime bien le teaser. Un gros cadeau. Ça c'est genre le mec. C'est Denis. C'est. Je sais pas encore quoi, mais je sens que ça va être du dossier. Les gens se battent pour venir au Web Today, avoir un pass 3 jours. Les gens. Non, rêvent. mais bien sûr. Non, en tout cas, soyez déconnants, soyez originaux. Vous êtes chez vous devant votre ordinateur. N'hésitez pas, un petit selfie, vous l'envoyez directement sur la page Facebook du Web Today. Et c'est la tradition. On a eu Elisabeth Bergès de Google mercredi. On a eu Kevin Degnaud de Lovely Mill hier. Grégoire Grégoire m'ont conduit aujourd'hui, forcément. C'est parti pour. Allez, c'est parti. Pour le selfie du jour.
Attention. Tout le monde est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on tweet directement. Alors, n'hésitez pas, hein, vous tweetez directement via le hashtag Web2Day. Et on va lancer donc la première capsule de cette dernière émission, Damien. Et je crois que le réveil a été dur ce matin. J'ai un peu passé la nuit ici, ouais. On regarde. Bonjour à tous et bravo de vous être levés. Donc 9h du matin, moi je suis chargé de vous réveiller. Je vous préviens, ça va être compliqué. Et de retour sur le plateau des off du Web Today, on va remercier Grégoire d'être venu nous voir. Merci beaucoup et bonne continuation avec votre site internet, Rosemood. Fairparnaissance.fr Ouais. et fairpart.fr. Parce que ça qui a un site internet, c'est rosemood.fr. Ouais, Rosemood, c'est le nom de l'entreprise, mais c'est pas un site marchand. Ah bah c'est Voilà. parfait. Voilà. On vous remercie. On va accueillir bientôt. tout de suite nos deux prochains invités. Si vous êtes fan de vidéos drôles et insolites sur YouTube, alors ce garçon ne vous est pas inconnu. Écoutez bien, 623 000 abonnés, 5 millions de vues par mois, 102 millions de vues cumulées. C'est pas si mal que ça. Bonjour Gonzague. Ah, c'est lui, Gonzague, en fait. Bien sûr. Sa Et première imposture, il commence les impostures. Bonjour Gonzague. Bah, Donc, merci déjà de nous bonjour. recevoir. Je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment canon ici, en fait. Je Bah, connaissais super. pas du tout le Bah, on lieu va en et tout. parler, C'est bien super sûr. intéressant et tout. Et ouais, j'avais prévu de rester 1 heure pour une conférence. Et en fait, je pense que je vais rester 3 Bah semaines. voilà, mais oui, c'est ça l'état d'esprit du Web Today, c'est bonne ambiance, on apprend plein de choses, on s'amuse à côté de vous. Alors lui est responsable du développement chez Base 79, pardon, excusez-moi, il peut faire de vous une star sur YouTube. C'est un peu une présentation à l'américaine, mais c'est tellement vrai. Bonjour Donatien Bozon. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très heureux d'être là aussi. Bon, cool. Alors c'est la deuxième fois que vous venez, Donatien. Oui, Ouais. effectivement. L'année dernière en tant que participant, C'est ça. et cette année en tant que conférencier à votre demande. Expliquez-nous pourquoi. C'est une belle évolution, hein, mais Ouais, je l'ai bien, provoqué bien, bien. du coup. Bah non, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'événement l'année dernière en tant que participant, en effet. Et j'ai vu qu'il y avait quelques conférences qui étaient axées sur le principe de monétiser ses utilisateurs. Et je me suis dit que ça pouvait rejoindre un petit peu le sujet des MCN, les Multi-Channel Network, dont Base79 est un représentant, et aborder un sujet peut-être un petit peu grand public pour un événement comme le Web Today, mais YouTube aujourd'hui fait partie de notre environnement, et il y a des opportunités de monétisation qui sont importantes à aborder, je pense. Chez Base79, je le prononce à la française, excusez-moi, hein, mais vous êtes un agrégateur de chaînes YouTube, un réseau de chaînes, vous les mettez en valeur. À la base, il y a ce qu'on appelle les YouTubers, comme Gonzague. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un YouTuber. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier presque? Est-ce que vous considérez ça comme un métier, de poster des vidéos sur YouTube? Alors, moi, à la base, sinon, je suis professeur à la fac. Ouais. Mais sinon, On a beaucoup de mal à le croire, hein, quand on voit les vidéos. J'ai un petit peu de mal à gagner en crédibilité auprès de mes élèves, mais maintenant, ça va à peu près. Ça m'étonne pas du tout. En fait, au début, tu fais ça pour t'amuser, tu fais des vidéos et tout, et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il y a de l'audience, et puis comme toute audience, tu peux en monétiser et commencer à en faire ton métier, donc c'est un privilège qui est énorme. Et donc aujourd'hui, moi personnellement, j'ai par exemple 3 sources de revenus, qui sont le revenu sharing, qui est organisé par YouTube, où on choisit sur chaque vidéo ou non de mettre un pré-roll publicitaire. Voilà. Il y a aussi le brand content, donc c'est les opérations avec les marques. Et le troisième moyen, c'est moi j'ai donc un catalogue de vidéos qui m'appartient puisque je suis producteur de ce que je fais. Et par exemple, quand j'ai une star internationale que je piège, il y a des chaînes américaines qui me contactent et qui me disent oui, est-ce que vous pouvez nous vendre une diffusion sur ABC, des choses comme ça. Donc voilà un peu comment on gagne en fait sa vie autant que youtubeur. Et vous êtes spécialiste, excuse-moi Denis, alors vous êtes spécialiste en fait des caméras cachées. Alors, quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'on en voit quelques images. Et il faut savoir, Denis, qu'il n'a peur de rien, ce garçon. Même pas de notre champion du monde, Teddy Riner. La preuve en image.
le défi, c'est Ippon sur le champion du monde de judo. Je connais pas, c'est qui il vient comme ça lui. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas, hein, tentez le coup. Hein. Sur malentendu, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut fonctionner. En tout cas, ça fonctionne très très bien pour Gonzague. Alors, je vais vous laisser avec Denis, puisque je vais aller juste à côté sous les nefs pour faire une démonstration. Je vais me préparer de vélo ludique énergie. C'est un concept. Je vous remercie en tout cas et je vous laisse avec Denis. À tout à l'heure. Petite question, Gonzague, sur votre emploi du temps. Vous êtes prof, vous l'avez dit. Vous vous occupez de votre chaîne YouTube aussi. Ça prend énormément de temps. Est-ce que vous avez l'impression d'en avoir suffisamment pour bien gérer ce produit? Il y a deux choses. Je pense que oui, ça prend énormément de temps de s'occuper d'une chaîne YouTube. Après, moi, c'est ma passion, c'est mon bébé, donc je n'y regarde pas à 3 fois. C'est-à-dire que le soir, je me couche à 2 h du matin. Quand je rentre chez moi, je travaille encore. Enfin, mais c'est pas un travail, c'est un loisir. Donc, je ne me lève jamais avec cette impression de labeur, en fait. C'est que du plaisir. C'est facile de garder cet état d'esprit de loisir quand on sait qu'il y a des revenus derrière. Il faut quand même la gérer un peu quasiment comme un chef d'entreprise. Il y a ce côté-là, mais aussi, mais qui est assez sympa en fait à faire. Et je pense que justement pour les youtubeurs, moi j'ai une certaine connaissance et une certaine expérience du monde de l'entreprise, donc et une très bonne connaissance de la plateforme. Donc je peux me permettre de gérer un peu tout de A à Z. Mais par exemple, si on a un créatif qui est juste artiste, c'est là où je pense que vraiment les MCN sont très importants, c'est qu'ils les prennent par la main et ils vont lui dire, écoute, je vais m'occuper de tous les trucs chiants, la monétisation, optimiser tous les trucs techniques. Et dans ces cas-là, c'est vrai que là, le MCN est, je pense, indispensable. Pour un mec qui débarque de la musique, qui connaît rien sur la plateforme, qui est juste créatif et qui veut se concentrer que sur la création, je pense que dans ces cas-là, c'est fondamental d'être accompagné. Parce que toutes les techniques et le savoir qui sont autour sont indispensable. Juste un mot sur vos sources de revenus. Vous avez dit tout à l'heure une petite part des revenus publicitaires donnés par YouTube, mais aussi du brand content, c'est-à-dire la possibilité de placer des produits. Est-ce que vous êtes posé une limite sur le fait d'intégrer des produits dans vos vidéos? En fait, on fait le brief avec la marque ou l'agence et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Si je vois que la marque a trop peur, se dit oh non, c'est trop politiquement correct et pas dans le même esprit, j'y vais pas parce que on se fera démonter. C'est-à-dire que le public, si on fait du brand content, ils sont d'autant plus exigeants. Donc si c'est efficace, si c'est fort, on y va. Si je vois qu'ils ont trop peur, j'y vais pas. Un mot sur dans une opération de brand content, c'est justement que la marque intègre bien l'univers du créatif et ne cherche pas à s'imposer. Il faut vraiment que la marque s'immisce dans son univers et le message passera d'autant mieux. Sinon, il peut y avoir un effet un petit peu négatif. Chez Base79, vous avez un YouTuber d'exception, c'est Rémi Gaillard, qui est un des producteurs de vidéos qui fait le plus de vues dans le monde. Qu'est-ce qu'il a gagné en venant chez vous ? Il a gagné, comme disait Gonzague. Voilà, Gonzague, je pense, n'a pas peur de se frotter ce qu'il appelle les trucs chiants. Rémi, un peu plus. Donc voilà, on est là pour le décharger des questions de propriété intellectuelle, de négociation commerciale, d'optimisation technique, etc. Et il se concentre uniquement sur les créations de vidéos. D'ailleurs, je vous donne une petite info en exclu. Sa nouvelle vidéo sort à 13h aujourd'hui. Très bien. Une vidéo spéciale Coupe du Monde qui est absolument exceptionnelle. Il a mis des mois à travailler dessus et elle sort là à 13h. On peut prendre des pronostics sur les vues, mais moi je parie sur plusieurs dizaines de millions de vues d'ici la fin de la Coupe du Monde. Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout à l'heure. Merci beaucoup Donatien Boson, merci beaucoup Gonzague. On va retrouver tout de suite le Man Today qui nous présente le Startup Contest.
Ah, ça doit être par là. Salut le Web Today. Un autre événement énorme pendant ce Web Today, le Startup Contest. On va tout de suite aller voir de quoi il en retourne. C'est par là. En quoi ça consiste ce Startup Contest? Alors le Startup Contest consiste à multiplier les points de friction entre les start-upers et les investisseurs. Il y a un concours avec 50 startups qui ont été sélectionnées. 50. Une plateforme en ligne où les investisseurs peuvent avoir des informations sur les startups et des soirées de networking pour que les startups puissent échanger. Okay. De 50 startups, on descend à 8 finalistes demain sur la grande scène du Web Today avec un jury prestigieux. Alors je suis avec Terence, comment on se sent à quelques minutes de passer sur la scène? Pour le coup, pas du tout stressé. Ça fait 1 an qu'on pitch notre startup. Bon, le discours évolue, mais le fond reste le même, donc pas du tout stressé. Là, on le fait en anglais, c'est la seule différence. Ça change un peu. Ouais, pas trop. Ça va, tu maîtrises le pitch en anglais? Je pense, ouais. On l'a déjà fait aussi plusieurs fois. Voilà, ça va être naturel comme on l'a toujours fait. Et nous sommes donc en direct sous les nefs. Et je suis à côté de Sébastien Volant qui est chargé du développement au Green Lab Center. Bonjour Sébastien, en quoi consiste ce Green Lab Center? Bonjour, donc le Green Lab Center c'est un cluster. Donc c'est un cluster Green IT qui est localisé au Hub Créatique à la Chantrerie. Donc on regroupe des académiques et des entreprises innovantes de toute taille, PME, ETI. Et l'objectif c'est d'être une vitrine, donc un showroom avec des démonstrateurs pour promouvoir l'offre des adhérents et montrer qu'en termes d'expertise Green IT, le territoire est très dynamique. D'accord, et ça s'adresse aux professionnels, aux particuliers? Ça s'adresse principalement aux professionnels, mais on a aussi une approche très éducative. Donc on est en lien avec des écoles, des académiques, comme l'école des mines par exemple, dans l'objectif de promouvoir la thématique à travers les cursus. Donc que ce soit enseigné et que dès qu'on enseigne l'informatique, on puisse aussi enseigner l'approche Green IT à l'intérieur. En fait, le but, si j'ai bien compris, c'est d'allier la performance pour une société, pour une école, tout en respectant l'environnement et aussi l'aspect humain. Tout à fait, c'est les deux. Donc là, on est vraiment sur une approche où on va chercher à avoir une solution informatique performante en termes énergétiques, aussi en termes humains, comme tu le dis très bien. Et du coup, d'avoir une solution aussi qui soit rationnelle et qui permette aussi de faire des économies de coûts, parce que ça sera mieux pensé. Voilà. Alors maintenant, tu vas nous présenter, s'il te plaît, le vélo ludique énergie avec un garçon qui, je crois, s'appelle Vincent. C'est un ancien cycliste de renom. Il a fait le Tour de France, c'est ça, non ? J'ai fait le Tour de France, donc j'ai fait le Tour de France sur un vélo d'appartement, c'est un peu l'originalité. Donc voilà, l'idée c'est de pédaler pour essayer de produire le maximum d'énergie, notamment pour alimenter des ordinateurs, donc forcément une animation en lien avec Green Lab Center. Vincent, à toi, je crois que c'est toi qui vas essayer de pédaler pour alimenter les 3 ordis. D'accord. Anne va nous lancer du coup un site internet, après une vidéo, on va voir si tu arrives à produire assez pour arriver à 90 watts. Il faut que j'arrive à 90 watts. Alors on va pouvoir regarder sur l'écran. Là on est à 40 watts. Voilà. D'accord. Donc en fait je suis en mode Lance Armstrong en version 100% bio. 100% bio. D'accord. Ok. Tu peux tenir ton micro, bien sûr, s'il te plaît, je te remercie. Les champions sont capables de pédaler avec le micro. C'est vrai? Bon bah, je tente le coup parce que je n'ai peur de rien dans cette émission des off du Web Today. Alors attention, je suis pas à l'abri de faire une crampe. Hein. Enfin, je vous préviens. Donc je sais pas si je vais réussir à rentrer au plateau après Denis. Attention, je pédale. Et c'est parti. Non mais il faut que je change de braquet là, Vincent. Mayday, vite. Ah, change de braquet là. Du coup, voilà. Ah voilà, c'est bon. Oh non mais non, mets-moi fort. Donc on envoie du site web. Allez, c'est parti. On y va au niveau de la balance. Pour l'instant. Je suis à combien là? Pour l'instant, là tu produis 56 watts. 56 watts. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça envoie bien. Eh bien moi j'invite notamment toute l'équipe de Télénan, d'Emstream et bien sûr Denis à me rejoindre tout à l'heure pour pédaler. Ouais, je compte sur vous quand même. Mais en fait en même temps c'est un peu compliqué d'utiliser un ordinateur et de pédaler en même temps. Moi j'en peux plus. Donc là voilà, c'est un peu difficile en plus de parler, c'est vraiment un grand sportif, on est à 62 watts, il est à 49 watts, est-ce qu'il va réussir à le faire? Il te manque 10 watts Vincent, tu peux le faire, tu vas le plus vite que là. Allez, sur le Green Lab Center, c'est aujourd'hui l'effort. Vas-y Vincent, reste 10 watts, 6 watts, allez, au revoir. Vas-y. C'est parti, voilà. C'est bon, il l'a fait. Bravo. Voilà, je suis, comme on dit, bouilli. Et c'est Damien, le Man Today, qui va me remplacer maintenant. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous. Merci. Merci Sébastien. Merci à vous. En tout cas, c'est vraiment une très très belle expérience.
Et de deux, c'est physique, quoi. C'est... À nous retrouver sous les halles et à venir voir ce que c'est le Green Lab Center. On a d'autres démonstrateurs à proposer sur des logiciels et pour montrer tout ce que nos adhérents sont capables de faire. Merci en tout cas beaucoup d'être venus. Merci. Merci à vous. Denis, retour plateau avec un nouvel invité. Oui, on va te laisser reprendre ton souffle. Hein. Vincent, rejoins-nous ici où nous a rejoint Sylvain Palais. Bonjour Sylvain Palais, vous êtes planeur stratégique à M Publicité, qui est une composante du groupe Le Monde. Alors, on va commencer par définir le terme planeur stratégique. Quel est votre métier ? C'est très très compliqué à expliquer, mais on va dire que c'est un métier qui est né dans les agences de publicité dans les années 70, qui faisait en fait le commercial fait la jonction entre la marque et l'agence, il a la connaissance de la marque. Le planeur stratégique fait la jonction entre le consommateur et l'agence, c'est-à-dire qu'il a la connaissance du consommateur, il est curieux, observateur, il va regarder des études, ce genre de choses, pour vraiment se mettre dans la peau du consommateur. Alors cette nouvelle interface après le papier, après la télé, qui est le web, a changé vraiment les habitudes à la fois de consommation de la publicité, mais aussi mais peut-être avec un peu de retard, les habitudes des agences, des clients, où on en est aujourd'hui. Est-ce que les agences s'adaptent suffisamment à cette nouvelle interface qu'est le web ? C'est difficile, surtout en France. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit temps de retard par rapport peut-être aux régions anglo-saxonnes, mais ça commence à venir et on arrive surtout à penser au-delà juste du coût marketing, du one-shot, du truc qui va en mettre plein les yeux. On arrive à de plus en plus réfléchir en termes d'expérience utilisateur, de ce qu'on va mettre en place sur long terme, etc. Donc c'est dans ce sens qu'est en train d'évoluer le numérique dans la pub. Chez M Publicité, vous allez bien au-delà du fameux pavé, une colle, 3 colles qu'on connaît traditionnellement pour vraiment mettre en place des expériences différentes. On parle beaucoup ces derniers temps du native advertising. Alors les mauvaises langues diront c'est rien d'autre que du public reportage. En quoi c'est nouveau et pourquoi ça vient massivement dans les médias aujourd'hui ? En fait, c'est nouveau par rapport au public rédactionnel pour 3 raisons. D'abord, c'est pas placé dans les emplacements publicitaires, alors qu'un public rédac, ça reste quand même dans un emplacement publicitaire. Ensuite, le public rédac, c'est l'annonceur qui donne son contenu et la rédaction n'a aucun droit de regard dessus, donc ça reste quand même de la réclame. Donc le native advertising, c'est quelque chose de beaucoup plus intégré. C'est du contenu sponsorisé, mais qui s'intègre, on va dire, dans la maquette du journal ou du site web, et surtout qui respecte, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience utilisateur, de la découverte du contenu jusqu'au contenu lui-même. Le sujet est financé par un partenaire, mais le contenu est indépendant, enfin est rédigé de manière indépendante ou créé de manière indépendante. Alors, généralement, la façon dont fonctionnent les grands médias comme les quotidiens, etc., donc que ce soit Le Monde ou le New York Times, le journalisme du Monde n'écrira jamais pour une marque. Ça fait partie de la charte éditoriale du Monde, c'est interdit, pour cause d'indépendance, de déontologie, etc. Par contre, souvent on a des agences en interne, donc soit des agences de publishing, soit des pigistes externes, donc ça reste quand même des journalistes à qui on va demander d'écrire du contenu pour des marques, du contenu qui est intéressant et qui intéresse les lecteurs. C'est arrivé ça s'est vraiment généralisé aux États-Unis, hein, cette pratique, jusque sur le site du New York Times. Alors on n'imaginait pas que le New York Times s'engageait dans cette voie. C'est des articles, enfin de la pub qui ressemble à un article, et alors on imaginait encore moins Le Monde se lancer dans le native advertising, donc depuis quelques mois. Comment ça s'est passé avec les équipes rédactionnelles, avec la direction du Monde, cette idée d'intégrer des articles qui sont de la pub? En fait, ça a été le travail justement de la régie de M Publicité, de faire travailler une grosse réflexion en amont, non seulement pour nous, pour apprendre ce que c'est, où poser les limites, quelles contraintes, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller, et en même temps pour en interne évangéliser un petit peu sur le sujet pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est, etc. Par exemple, les limites qu'on s'est posées, c'est que sur Le Monde, on n'aura jamais du native advertising. On l'aura dans des suppléments, on l'aura dans des cahiers spéciaux, on l'aura dans des dossiers thématiques, mais Le Monde reste Le Monde. Mais sur la une du Monde, il nous arrive de trouver des articles sponsorisés aussi. Rarement, ça arrive très rarement. On en aura plus par exemple dans M le magazine, qui est beaucoup plus orienté lecture-plaisir, donc lifestyle, mode, culture. On va en avoir dans Télérama, on va en avoir sur le Huffington Post, donc c'est des marques qui font partie du groupe Le Monde, mais sur Le Monde, beaucoup moins. Est-ce que ça rapporte, c'est-à-dire est-ce que ça génère combien de clics en plus, ça génère combien de revenus en plus, et pourquoi ça marche? Alors ce qui est très intéressant avec le native advertising, c'est qu'on va
prendre en compte les indicateurs qui sont ceux de la pub qu'on utilise habituellement, qui sont les pages vues, le nombre de visites, le nombre de clics, etc. Mais on va aussi rajouter une composante qui est nouvelle, puisqu'on a besoin, c'est une nouvelle forme de publicité, une nouvelle forme de narration, une nouvelle forme d'écriture, donc on a besoin de nouveaux indicateurs. Donc on va avoir des indicateurs beaucoup plus émotionnels, au niveau de l'intérêt, au niveau de la différenciation, de l'originalité. Du coup, on va plus être dans l'enquête, dans le post-test, on va interroger les lecteurs sur ce qu'ils ont pensé. Est-ce que ça a fait grimper la notoriété de la marque ou pas? C'est vraiment très précis. Alors on connaît, Denis, Sylvain, le planeur stratégique, mais il est aussi chroniqueur de Studio 404. C'est quoi le concept? Alors Studio 404, c'est un podcast qui a été lancé il y a un an et demi, qui est, comme à la radio, une émission de société. Sauf que là, c'est une émission de société numérique, donc qui va essayer d'observer et d'analyser les impacts de la société et du numérique, du numérique sur notre société, sur nos habitudes, sur nos mœurs. Qu'est-ce que ça change? Avec la mauvaise foi qui va avec. Voilà, c'est un petit peu le second degré. C'est un petit peu le 100% foot de l'internet, avec beaucoup de second degré de mauvaise foi. On s'éclate beaucoup sur le plateau, etc. On a mis une émission en live qu'on fait depuis 4 mois avec public, etc. C'est très très marrant. Mais on traite quand même des sujets de fond, d'analyse et beaucoup de vécu et d'expériences personnelles qu'on partage avec notre public. Quels sont vos sujets de prédilection, de quoi vous aimez parler? Alors chaque chroniqueur a son petit sujet, son petit cafard comme ça. On en a un par exemple, Pibotic, son sujet c'est le crowdfunding. Il déteste le crowdfunding, il explique que c'est vraiment une arnaque, que c'est horrible, qu'il ne faut surtout pas le faire. On a un chroniqueur qui s'appelle Daz qui lui va toujours être dans la guerre Mac vs PC, enfin les classiques, ce genre de choses. Donc voilà. On a nos personnalités, nos identités assez fortes et on essaye de les développer. Ça se passe à la Gaîté Lyrique à Paris, c'est ça? Voilà, à la Gaîté Lyrique une fois par mois et il y a une émission juste audio sans public une fois par mois aussi sur SoundCloud et sur Facebook. Et les sujets que vous faites souvent revenir, vous, dans cette émission? Alors moi, mes préférés, c'est de dire que Internet n'existe pas. C'est-à-dire que pour moi, la vraie vie, c'est Internet. Et l'autre sujet, c'est bien sûr la publicité. Internet, c'est la vraie vie ou la vraie vie, c'est Internet? C'est les deux. Les deux sont liés, c'est un système. Ok. Juste un petit mot pour parler du transmédia. Alors, c'est une pratique qui se développe aussi dans le milieu publicitaire, dans l'éditorial aussi, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à développer des vrais projets transmédia qui aillent à la fois sur la presse écrite, la télé, le web? Ça c'est une grande question. Le transmédia, il est souvent à l'initiative de la télévision. C'est souvent des chaînes de télé qui veulent faire du transmédia parce qu'il y a une fascination pour le contenu, une fascination sur le numérique et la grosse problématique c'est qu'on n'arrive pas à intégrer le numérique dans les médias traditionnels. Et apparemment le transmédia serait la recette à tous ces problèmes, la solution. En fait, ce qui est très intéressant avec le transmédia et pourquoi ça peut marcher à mon avis, c'est que en tant que publicitaire, je réfléchis en point de contact. C'est-à-dire que un utilisateur va avoir une expérience médiatique et il va visiter plusieurs points de contact. Il va regarder la télé, il va sortir son téléphone, il va regarder sa tablette, il va aller sur Internet, etc. Ce qui est intéressant pour un documentaire ou une production médiatique, c'est d'être présent sur tous ces points de contact. Et tout l'intérêt, c'est d'être cohérent. Et cette cohérence, c'est différemment à chaque fois sur chaque support aussi. Oui, présent différemment. Parce que chaque support a son temps de lecture, a son moment de la journée, a sa façon d'être lu, etc., etc. Et encore une fois, tout vient de l'utilisateur. Donc il faut connaître cet utilisateur. Merci Sylvain en tout cas d'être passé sur le plateau des Off du Web Today. Alors pour ceux qui veulent participer à la Gaîté Lyrique au Studio 404, donc je vous invite à suivre donc Sylvain et toute son équipe sur Twitter. D'accord, sur Twitter et sur Facebook. On peut vous follower sur Twitter. Et puis on va continuer cette émission dans un instant, Sylvain, et vous allez pouvoir le voir à l'antenne avec nous, avec un duplex, une démo. C'est juste à côté du Caragie, là, juste à côté des Nefs, une démo avec un drone. Le temps de caler tout ça, Denis, je te laisse avec notre prochain invité qui n'est autre que Florian Hervieux, qui est un habitué du Web Today puisque c'est lui qui organise le Startup Contest. On recevra deux finalistes tout à l'heure. Mais juste avant, on va regarder une nouvelle capsule de notre Man Today qui tente de hacker une conférence sur le hacking. On regarde. On va rentrer, on est en backstage. Et je m'apprête à growth hacker la conférence sur le growth hacking. C'est parti. À la main, se débrouiller pour qu'on arrive à acquérir des utilisateurs en allant voir sur des sites déjà. Hey. Salut le Web Today. Désolé messieurs, je suis le Man Today. Ça se voit ici et ça se voit là. Quelqu'un m'a lancé un défi, on m'a demandé de venir hacker la conférence du growth hacking. Je me suis renseigné un peu sur le growth hacking et j'ai compris qu'il fallait être créatif, qu'il fallait savoir prendre des risques.
qu'il fallait être ambitieux pour sa croissance. Savoir être créatif, savoir prendre des risques. Hacker sa croissance. Hashtag. Merci, monsieur. Retour en plateau, Day of du Web Today avec Florian Hervéou. Bonjour. Bonjour. Le Yoda du Startup Contest, c'est un peu vous, hein, c'est vous qui organisez cette compétition pour laquelle sont venus beaucoup de gens durant ces 3 jours. Ça se termine aujourd'hui. C'est ça. Le Startup Contest, son principe, il y a une quarantaine de concurrents aujourd'hui. Combien avez-vous eu de demandes de quel pays? Quelle est l'ampleur des demandes que vous avez eues? Le principe de base du Startup Contest du Web Today, c'est d'essayer de multiplier les points de friction entre les investisseurs et les start-upers. C'est vraiment ça la proposition de valeur qu'on veut apporter au Web Today, qu'on avait initié l'année dernière où on avait fait venir 36 startups. Cette année, on en a sélectionné 50. D'accord. On a reçu plus de 95 candidatures, enfin quasiment 100 candidatures, sachant que ce chiffre est à mettre en relation sur le fait que le formulaire de candidature, il est quand même, il faut se creuser un peu la tête pour le remplir. Ouais. Et donc on a des startups qui viennent un peu partout, de Nantes, de France et aussi d'Europe et du Québec. Et des concurrents québécois aussi. Comment ça que diriez-vous du cru de cette année? Est-ce que vous avez noté un intérêt pour certains secteurs d'activité plus que d'autres parmi les concurrents? On voit que l'exercice qu'on leur demande aux start-upers de faire ce qu'on appelle un elevator pitch, c'est-à-dire de pitcher de façon très rapide en 4 minutes et en anglais, c'est quelque chose qui commence à vraiment rentrer dans les mœurs, qui fait partie de, on va dire, des points de passage obligés dans l'écosystème et dans la scène de start-up européenne. Donc là-dessus, sur la qualité des pitchs, on est vraiment arrivé à un niveau qui est vraiment important. Après, il n'y a pas de tendance dans le sens où nous, on a une volonté d'avoir quelque chose de très large. C'est pour ça qu'on prend aussi 50 startups et ça va de la startup qui n'a pas encore lancé son produit à la startup qui cherche 2 millions d'euros. Donc voilà, on est vraiment un éventail large parce que l'intérêt, c'est aussi pour les investisseurs qui se déplacent à Nantes notamment. On a eu plus de 30 accréditations investisseurs cette année, de leur proposer aussi un plateau et un deal flow intéressant pour pouvoir initier ou continuer des échanges avec les start-upers. Cet exercice du pitch, de l'elevator pitch comme on dit, hein, c'est en gros vous croisez votre patron dans l'ascenseur et vous avez juste 3 minutes pour exposer votre projet. C'est un exercice qui n'est pas facile, auquel les chefs d'entreprise français ne sont pas forcément habitués. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil des années, le niveau augmente de ce côté-là, sur la manière de présenter son projet? Oui, le niveau augmente parce que c'est quelque chose déjà maintenant les gens savent ce que c'est un pitch, voilà, c'est déjà beaucoup. C'est quelque chose qui sort un peu aussi du cadre des startups, c'est-à-dire qu'on a des entreprises plus classiques qui aussi se prient à cet exercice. Il y a même des politiques qui ont fait des pitchs, notamment pour les municipales à Nantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs et qui est vraiment un très bon exercice. Vous organisez le Startup Contest au titre de Compagnie Campus, hein, qui est un accélérateur de projets de start-up numérique à Nantes. Vous en êtes un peu aux prémices, hein, au début de Compagnie Campus. Quelle est votre ambition et quelle start-up accompagnez-vous aujourd'hui? Alors nous, pour l'instant, on est dans la V1 du Compagnie Campus. On existe depuis 2 ans et on se définit comme un self-incubateur. Donc un incubateur, qu'est-ce que c'est? Alors un incubateur, c'est une poule qui couve des œufs. Et nous, on est plus des petits poussins qui se tiennent chaud. Au-delà de la métaphore, c'est que on mutualise des moyens, des compétences pour grandir ensemble. D'accord. C'est l'incubateur participatif. En fait, vous n'avez pas de grand Manitou au-dessus de vous, mais c'est vraiment participatif et on accompagne, on va dire, de façon artisanale quelques startups, notamment Cowebo ou Wana qui faisait partie de la sélection du Startup Contest du Web Today. Et donc là, on est en train de muter vers la V2 du Compagnie Campus. C'est vraiment la création d'un accélérateur très particulier dans le sens où nous, on veut vraiment cibler des startups qui sont au tout début de leur idée et avec une composante technologique très forte.
Alors autant auparavant, c'est surtout une sorte de coopérative, hein, vous regroupez, vous allez offrir des services. Offrir des services, ça coûte forcément de l'argent. Quel est votre modèle économique pour alimenter tout ça? Alors le modèle économique, il est qu'on prend des participations dans les startups. D'accord. De quel ordre à peu près? 10%. 10%. C'est-à-dire qu'on leur apporte 20 000 euros en cash et après un accompagnement intensif pendant 4 mois. D'accord. Et le fait de venir travailler en immersion dans notre collectif de startups qui existe déjà. Alors, le Nantech, la candidature de Nantes à la French Tech, l'une de ses ambitions, c'est notamment de créer plusieurs des accélérateurs de ce type. Vous êtes en avance donc, dans ce domaine, mais en France, d'autres accélérateurs se sont créés, comme The Family par exemple. Que pensez-vous de ce modèle? Est-ce que c'est ce modèle-là que vous allez suivre, le modèle d'Oussama Omar qu'on a reçu hier? Le modèle de The Family, pour nous, c'est une inspiration très forte. On trouve génial ce qu'ils font. Quentin Adam, qui est un des cofondateurs du Compagnie Campus, connaît très bien The Family. Ouais. Après, on n'est pas du tout, nous, sur le même modèle. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur un modèle de saison, pendant 4 mois de travail intensif, avec un lieu qui est un lieu de travail, finalement, pour les startups. Et on apporte ces 20 000 euros en cash dès le départ. Voilà. Donc, il y a plein de modèles d'accélérateurs. Mais The Family, sur son modèle, notamment sur la notion d'éducation, la notion de connexion et la notion aussi clairement de donner un coup de pied un peu dans l'écosystème. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Merci beaucoup Florian Avewood d'être venu sur ce plateau. On va retrouver Vincent qui est sorti à nouveau. Vincent. Exactement, Denis, je suis en fait du plateau du web, le off du web, juste à côté de, vous l'avez vu, du Caragy de Télé Nantes. Et je suis avec Adrien Demoison, deuxième année Epitech, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et tu fais partie du Hub Innovation et tu vas nous présenter ton projet Lara avec un drone qui est juste derrière. Déjà, pourquoi Lara? Il y a un côté Lara Croft, Lara Fabian ou non, mais mis à part la blague, pourquoi Lara? Eh bien justement, Lara Croft, le célèbre personnage de jeu vidéo qui est très connu et donc qui fait référence à la vue à la troisième personne. Donc aussi parce que Lara, augmentée réalité aérienne. Et donc voilà, c'est le nom du projet. C'est bien pensé. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Donc ça fait 2 mois et demi et ça fait 1 an en fait que le projet est né auquel je réfléchissais. Puis je me suis lancé il y a 2-3 mois. Je me suis dit bon allez c'est parti, il y a le Web Today bientôt, je vais le présenter. Alors justement, on le présente à qui? Alors on le présente aux entreprises. C'est ça qui m'intéresse en fait. Je suis passionné par la gamification et par l'effet que ça donne. Donc la motivation que ça donne aux gens, l'innovation que ça déclenche. Et l'idée c'est de voir le monde d'une autre manière. Donc à la troisième personne, sortir de son corps et voir le monde différemment. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on pourra en avoir comme usage par la suite? Donc il y a un usage qui vient à l'idée de plein de gens, c'est le jeu vidéo. Donc rajouter de la réalité augmentée, donc des monstres qui pourraient arriver dans la rue et on les verrait grâce à l'Oculus. D'accord, donc en gros, je vais mettre l'Oculus sur ma tête et je vais me voir. D'accord, et quelle est l'importance du suite, du polo bleu? Le polo bleu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui portent du bleu aussi flashy. Et donc l'idée, j'ai un algorithme qui va détecter tous les gens qui vont passer autour du drone, devant la caméra. Donc le garçon qui vient de passer juste derrière le car régie là, et il peut se faire suivre par le drone, sans le savoir. Alors non, parce que lui, il a pas un polo... Ah si, il a un polo bleu, oui, il a un polo bleu. Donc il pourrait, mais bon, on espère qu'il n'y en aura pas qui vont passer. C'est vraiment un projet expérimental, ça fait 24 heures qu'il est fonctionnel, donc voilà. Eh bien Adrien, tu n'es pas à l'abri de tes surprises, puisque je vois pointer une jeune femme avec un polo bleu, enfin un petit t-shirt bleu. Alors on va le tenter comme ça. Je vais mettre directement l'Oculus et on va voir ce que ça donne. D'accord? Ok, c'est parti. Ok. Alors, je prends l'ordinateur. Alors non, je vais prendre le PC. Il faut enfiler l'Oculus. Hop. Ok. Hop. Alors, on me dit il faut que tu passes dans le micro. C'est peut-être un peu compliqué aussi pour toi, quelque part. On va essayer de faire au mieux. Alors, je vous garantis pas, j'ai déjà testé l'Oculus mercredi. J'étais un petit peu pas super, on va dire, pas très bien. Et ça va, alors j'ai le caméraman, j'ai Nico qui se moque de moi, je l'entends d'ici. Au secours, au secours. Voilà, je lance le programme. Alors, ok, on lance le programme. Alors moi, je vois... ok. Donc pour l'instant, je vois rien. Je vois rien du tout, je ne me vois pas, Adrien. Si, c'est bon, ça y est, je me vois. Ah, c'est impressionnant. Dingue. Donc en fait, il faut que j'avance. D'accord?
Alors pour vous expliquer, je me vois avancer. C'est vraiment à la troisième personne. C'est très très étonnant. Et donc j'entends le son du drone juste derrière moi. Et si je veux tourner, je crois que je dois faire une grande boucle. Hein. C'est ça, Adrien? Ouais. Il me confirme que oui. Attention, je tente de tourner. Oh là là. Non, mais là, voilà. Alors je suis complètement perdu. C'est impressionnant. En fait, je me vois là, quand je suis comme ça, je me vois de face. C'est vraiment incroyable. Alors moi, j'invite tout le monde à venir tester le drone jusqu'à ce soir, donc au Web Today. Hein, c'est la dernière journée. Ils sont placés juste à côté d'NF. Donc, il faut venir voir Adrien et toute son équipe à Epitech. Il faut vraiment y aller, quoi. C'est impressionnant. Génial. Oh là là. Pouf. Merci, Adrien. Je suis perdu. Je suis complètement paumé. Hein. Je n'ai pas mis mon GPS. Je vais te rendre l'ordinateur. C'est excellent. Bravo, Adrien. C'est un projet assez incroyable. Bon, ben merci. Merci, ce fut un vrai plaisir, Adrien. Donc, tu nous confirmes bien, on peut venir tester le drone jusqu'à ce soir? Oui, on peut venir le tester sous condition d'un vent assez lent, parce que là, c'est un peu difficile aujourd'hui. En tout cas, ça a formidablement bien marché, donc merci beaucoup. On va continuer cette émission avec le Startup Contest, 2 finalistes du Startup Contest sur notre plateau. Et croyez-moi, ça va vibrer. Et juste avant, on va garder une nouvelle capsule du Man Today qui a testé, lui, le NeuroKiff. Hashtag Man Today, défi du Man Today. Tout le monde s'est toujours demandé ce qu'il y avait dans la tête du Man Today. Ben, on va le savoir très vite grâce à NeuroKiff. Alors c'est un casque neuronal qui va capter les ondes cérébrales. Ok. Et grâce à ça, on a un algorithme qui va détecter si les pensées sont plutôt positives ou négatives. Alright. Voilà. Alors c'est parti. Je te laisse m'installer. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. On va avoir dans un petit moment l'attention et la méditation. Donc ça, c'est tout ce qui est renvoyé par le casque. D'accord. Donc, grâce à ces ondes-là, on va avoir les pensées, si c'est négatif ou positif. Donc on a 4 paliers et les cercles vont grossir au fur et à mesure des pensées positives. D'accord. Attends, est-ce que la pensée de la bière peut suffire? Oh, je ris. Oh, Tu es arrivé au max. C'est max. Bingo. Et de retour sur le plateau des off du Web Today, on va conclure cette émission avec le Startup Contest. Ils étaient 50, ils ne sont plus que 8. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Enfin, c'est presque ça, hein, Florian. Hein, tu l'as confirmé tout à l'heure avec Denis. On va accueillir donc Christelle Lecoq, qui est fondatrice de B-Sensory, et Gaël Guillet, créateur de Linky. C'est ça, prenez vos micros. Bon, juste avant d'envoyer le jingle et le défi, oui, prends le micro si tu veux, Gaël. Comment ça s'est passé, les sélections? Juste pour savoir, comment ça s'est passé? On a répondu à ce fameux formulaire sur le site du Web Today et après on a attendu fébrilement la réponse. Bon, super. Bon, en tout cas, félicitations puisque vous êtes finaliste. Alors, le défi, on vous l'a expliqué, ce n'est pas facile. Ils doivent pitcher pendant 45 secondes. 45 secondes, ici, sur le plateau des off du Web Today. On va commencer avec... je me tâte. Qui on commence? Allez, on va commencer avec Gaël. Allez, on va commencer avec Gaël et on terminera par vibrer avec Christelle. Alors, vous allez prendre ce micro. Voilà, et tu vas te placer juste là. Voilà, on va changer de micro, vous allez pouvoir poser celui-ci. Voilà. Non, prends ce micro, Gaël, si tu veux. Alors, tu vas regarder la caméra et tu as 45 secondes à mon top. Top. Bonjour, donc je m'appelle Gaël Guillet, je suis le cofondateur de Linky. Linky, c'est une application mobile de mise en relation professionnelle de proximité. L'idée, c'est de remplacer ces petits badges, ces petites cartes et ces petites choses par une nouvelle technologie qui s'appelle le iBeacon, qui est le Bluetooth Low Energy, qui permet d'émettre et de recevoir un signal en permanence, en l'occurrence une carte de visite virtuelle basée sur un profil LinkedIn ou Twitter, et de pouvoir faire de la mise en relation et d'échanger ses coordonnées en sachant qui sont les gens autour de moi, typiquement dans un événement comme le Web Today ou dans un contexte professionnel. Il te reste encore 10 secondes. Il me reste encore 10 secondes. On veut vraiment rapprocher les gens dans la vie réelle et pas seulement développer son réseau sur Internet ou maintenir son réseau sur Internet comme beaucoup de services le font déjà. 1. Merci Gaël. Félicitations, c'est pas facile. Hein. Alors si vous voulez sauver Gaël, vous envoyez le 1 au 6 12 80. Je plaisante. Tu vas pouvoir te rasseoir. C'est au tour de Christelle. Donc c'est tout un concept. Hein. Franchement, et je comprends pourquoi elle a été finaliste, puisque son concept c'est B-Sensory.
caméra, Christelle, 45 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, bonjour, je m'appelle Christelle et je suis la créatrice du concept Bisensory. Donc Bisensory, ce sera la première application de lecture de contenu érotique connectée à une gamme de sextoys. Donc le concept est très simple, c'est liser, vibrer. On a aussi l'ambition d'être la première gamme française de sextoys contrôlée par smartphone, si possible des sextoys fabriqués en France. Voilà. Et il te reste encore du temps. Ah, Christelle, Oui, profite-en. alors j'ai un super concept finalement qui, en quelques mots, lisez, vibrer, on a tout compris, mais c'est vrai que ça mixe plusieurs tendances qui sont très fortes en ce moment. Donc c'est les objets connectés, encore 15 secondes, vas-y. les sextoys et le succès croissant de la littérature érotique. Allez, vas-y, enchaîne. Tu peux le faire, Christelle. Vas-y, Qu'est-ce que je peux lâche-toi. vous dire d'autre? On va avoir des livres, on va aussi innover en domaine de la lecture parce qu'on aura des histoires érotiques interactives, on aura des BD. Et voilà. Et c'est terminé. Bravo, Christelle. Alors, juste pour savoir, Christelle, par rapport à votre concept, est-ce que vous avez une lecture à nous proposer pour que le concept fonctionne bien? Oui, alors surtout si vous n'avez jamais lu de littérature érotique, commencez pas par 50 Shades of Grey dont on a beaucoup parlé, mais allez plutôt chercher du côté d'Anaïs Nin, Pierre Louis ou des Arthur Miller, ça sera mieux. C'est noté. C'est noté. Félicitations à vous deux pour être finalistes. On croise les doigts. On passera vous voir cet après-midi dans la salle Maxi. Venez les voir, regardez-les directement sur la chaîne live Maxi. Et surtout, envoyez des tweets. #MaxiW2D. C'est la fin de cette émission, Denis. C'est comme ça, mais voilà, il va falloir qu'on revienne. Peut-être l'année prochaine. J'espère. Voilà. À tes côtés, ça me ferait tellement plaisir. J'ai été ravi de présenter ces off du Web Today avec vous. Je remercie toute l'équipe d'Emstream, l'équipe de Télé Nantes, forcément, Nico. À la caméra, Coco. Merci à toute l'équipe d'Atlantique 2.0, Magali Olivier, Adrien Podgetti. On vous embrasse et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut, ciao.